Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode spécial, plus long qu'à l'habitude un peu. J'ai reçu Douja, une femme fort inspirante. Elle est la première femme à avoir fait le tour de l'île de Montréal à la course à pied au début du mois de novembre avec son amie Annelise Nadeau et d'autres personnes aussi. Donc, on parle beaucoup de cette aventure-là, mais on parle aussi beaucoup de son parcours. Elle avait vraiment envie de partager ça. Donc, c'est un épisode un peu plus long qu'à l'habitude. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier et que cet épisode saura vous inspirer autant que j'en ai eu de discuter avec Douja. Bon épisode! Bienvenue au 24e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis avec une coureuse d'endurance, passionnée, super enthousiaste, Douja. Merci d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue au podcast. Bien, merci à toi pour l'invitation. Puis je peux te dire que je suis très, très, très émue, honorée de pouvoir faire cette entrevue avec toi. Puis j'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes. On ne sait pas, là. Bien, merci. Écoute, en plus, on s'est rencontrés à la Devil's Backyard. Puis j'avais déjà entendu des très bons mots de toi, là, fait que ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Là. Bien, merci. Donc, toi, on va parler un petit peu de tes origines, puis avant que tu arrives au Québec et tout ça. Ouais. Donc, toi, tu es arrivé au Québec en 2005, je crois? Oui, en 2005. Oui, en plein tempête de neige. J'étais un petit peu sous le choc. C'était en plein mois de mars, tu me disais. En plein mois de mars, oui. Puis OK. il y avait eu la veille une grosse tempête de neige. Là. C'était impressionnant pour moi. Puis toi, tu viens d'Algérie? Oui, je viens d'Algérie, d'une petite ville à l'ouest algérien. OK. Puis dans votre pays, il n'y a pas de neige du tout, là. On a de la neige. Ouais. Vous savez, c'est comme une petite neige qui reste au sol peut-être une journée, 2 maximum. Puis OK. d'où est-ce que je viens, les jours où on avait de la neige, c'était des jours de congé. Tout était fermé, tout le monde restait à la maison, puis on sortait, on prenait des photos avec la neige parce que c'est comme « Wow, c'est la neige! » Mais ça durait, 2 jours grand maximum. Par contre, dans les sommets des montagnes, parce qu'on en a des belles montagnes en Algérie, on a souvent de la neige dans les sommets. Mais en ville, ça ne restait vraiment pas, là. OK. Fait que pour toi, ça a été un gros choc de voir ça. Oui. Arriver avec un 10 cm de neige, c'était quelque chose pour moi. Là, avec mes petits souliers d'été, j'ai été un petit peu dépaysée. Puis, toi, corrige-moi si je me trompe, tu n'avais aucun antécédent sportif avant d'arriver au Canada. Je vais être honnête avec toi. Je suis une vraie hyperactive. Je suis une enfant prématurée qui a toujours eu la bougeotte comme pas possible. J'ai rendu ma mère folle à plusieurs reprises. J'avais tout le temps ce besoin de bouger, puis je courais souvent, mais moi, ce que je faisais, c'est que je jouais tout le temps avec les garçons. Jouer à la tag. Je passais mon temps à courir, là, mais sans pour me dire que je fais du sport. Mes parents, ils ont vu que j'avais vraiment la bougeotte puis que j'avais besoin de bouger. Fait qu'ils m'ont inscrit au début. J'avais, je pense, 5 ans. Là, c'était la danse classique. Douja qui fait du ballet. Là. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais pas assez calme puis j'étais pas assez patiente.
Fait que, on a switché ça pour un autre sport qui est la gymnastique. Mais la gymnastique, Doudja n'était pas assez souple pour de la gymnastique. J'adorais l'échauffement parce que ça courait tout le temps, mais ça s'arrêtait là. Puis, un jour, j'ai découvert une équipe de volleyball. OK. Et je me suis inscrite avec cette équipe-là. J'étais la plus petite de l'équipe, plus petite dans tous les sens, dans l'âge et dans la taille. OK. Mais je voulais rester dans l'équipe parce que l'échauffement se faisait autour d'une piste d'athlétisme, donc Ouais. un anneau de 400 mètres. On courait là-dessus. On avait les gradins pour faire des montes-descends. J'étais comblée. Alors, j'ai OK. tout fait pour rester dans l'équipe. Je me suis découvert un talent de passeuse de balle. J'étais une très bonne passeuse de balle. Fait que c'était ça mon poste que j'occupais. Puis j'ai joué longtemps, je te dirais jusqu'à presque l'âge de 18 ans. J'ai dû malheureusement arrêter parce qu'en Algérie, les filles en général, tu arrives à l'âge de 18 ans, ben là, il faudrait que tu penses à te préparer pour ta vie d'adulte, à accueillir le mari, puis un tas d'affaires. Ouais. Fait que pratiquer du sport, surtout au niveau des compétitifs, là, ça devenait très difficile. Surtout pour les filles comme moi qui venaient de petites villes isolées. OK. Il y avait quand même de l'action pour celles qui restaient à la capitale, à Alger. Puis j'avais eu une possibilité d'aller rejoindre l'équipe nationale de volleyball, mais mon père a refusé que je voyage à l'époque. Là, c'était hors de question. Et Oh. puis, à partir de là, j'ai fait la patate de sofa, puis bon, j'ai subi mon sort. Mais sinon, ce que je faisais aussi, moi le trail, là, c'est comme, c'est dans mon sang, là. Moi, je m'enfuyais de chez nous très tôt le matin. Je sortais en douce, puis j'allais courir en montagne et je revenais. J'avais même un jeune voisin que j'avais demandé de m'aider parce que ça me prenait un garçon pour me protéger. OK. Je Parce que mon plaisir, c'était de courir, d'aller au sommet, voir le soleil se lever. C'était mon dada, là, mais c'était dangereux, là. Je risquais de me faire agresser. Je risquais plein d'affaires, mais Ah ouais, tant que ça? ah oui, 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 oui. Les filles, ça ne court pas dehors. Surtout les jeunes filles. Faut OK. pas. Non, c'est dangereux. Même aujourd'hui, dans les petites villes, il ne faut pas s'amuser à courir dehors. Je me souviens quand je me préparais pour mon premier ultra, j'avais été en vacances d'été pour voir ma famille. Puis j'ai dit à mon frère, écoute, j'ai des entraînements à faire. Trouve-moi un endroit pour courir, il faut que je cours. Là, il m'a dit, il n'y a pas où tu puisses courir. Là, je suis désolée pour toi, ma soeur, mais on ne peut rien faire pour toi. Il a quand même pu me trouver un arrangement avec le directeur du stade de soccer, puis j'allais courir autour de l'anneau. Ah Mais ouais. je peux te dire qu'à 40 degrés sous le soleil, je trouvais ça très difficile. Ce que je Ouais. faisais aussi, c'était du monte-descend. Ma mère, elle a des escaliers là, chez elle, là, fait que je montais, je descendais. Mais c'est pas évident. C'est vraiment triste. Là. À la capitale, ils ont fait un endroit comme un parc là, qui est clôturé où est-ce que les femmes peuvent courir. Mais il faut toujours qu'elles soient accompagnées d'hommes parce que sinon, tu peux te faire agresser, tu peux te faire lancer des roches par des enfants. Ah Euh, ouais, OK. c'est comme tabou, là. C'est comme, il te voit Ouais. courir. Quelqu'un qui court tout seul dehors, c'est un fou qui a perdu la tête. C'est comme perçu de cette façon-là. Ah ouais, Mais OK. ça commence à changer doucement, tranquillement. Mais mon époque à moi, c'était pas évident. Aussi, ce que je faisais, c'est nous, on avait une maison familiale au bord de la mer, mais je me levais très tôt aussi pour aller courir toute seule. Je faisais Ouais. des allers-retours. J'aimais ça. Mais dans ma tête à moi, je vais te faire rire, je ne voyais pas ça comme une pratique de sport, là. C'était juste un besoin de bouger, un besoin d'aller respirer l'air.
j'ai toujours dit que je ne suis pas faite pour rester entre quatre murs. J'aime ça être libre, j'aime ça être dehors, surtout dans la nature. Oui, je te comprends. C'est un petit peu ça, mes antécédents sportifs. Donc, après ton arrivée au Québec, ça a changé en 2005. Progressivement, ça a changé, du moins? Pas au début. Pas vraiment, non. Non, quand je suis arrivée ici, ma priorité était de me trouver un emploi. Puis tu as 3 enfants aussi à t'occuper. Oui, puis de trouver une garderie. J'ai connu cette réalité-là. Trouver une garderie pour... Mon garçon avait 1 an quand je suis arrivée ici. Puis ma grande avait 6 ans. Puis mon troisième n'était pas encore né. Mon troisième, je l'ai eu ici au Québec. Puis, tu sais, j'étais partie pour chercher de l'emploi avec l'Agence d'emploi Québec, mais j'avais mon bébé dans la poussette. Fait que là, l'agent qui s'occupait de mon dossier, il m'avait clairement dit, « Madame, commencez par trouver une garderie, puis revenez me voir après, on verra. » là. Fait que j'étais comme, OK. Là, je cherche les garderies. Là. Il n'y en avait pas de garderie. J'ai fini par trouver une annonce, une garderie Montessori, qui n'était pas très loin de chez moi. Et quand je suis partie pour la visite, comme par hasard, ils se cherchaient une éducatrice. Moi, ma formation étant d'enseignante de la langue française, fait que je discutais avec la directrice de la garderie. Elle m'a dit, viens travailler pour nous. On cherche une éducatrice et on prendra ton enfant. J'étais comme, OK, je n'ai pas d'expérience, moi, en éducatrice de garderie. Et ils m'ont dit, mais tu as 2 enfants? Oui. Ils m'ont dit, ben c'est assez, c'est suffisant. C'est de l'expérience. Tu as une formation en pédagogie? Oui. Ils m'ont dit, ben c'est parfait. Ce qu'ils ont fait avec moi, c'est qu'ils m'ont dit, OK, tu vas essayer une semaine. Si tu vois que ce n'est pas fait pour toi, c'est correct. Tu auras essayé. Puis finalement, je suis restée avec eux. C'était mon premier emploi ici, éducatrice dans une garderie. Une belle expérience. OK, super. Ouais. Mais je ne bougeais toujours pas. Je faisais toujours pas de sport. Puis j'étais rendue patapouf. Ouais. C'était quelque chose. Donc, le sport est arrivé plus tard encore dans ta vie. Oui, il est arrivé vraiment plus tard. Il est arrivé en 2013. Qui est un point tournant dans ta vie, là? Oui, un point tournant dans ma vie. Moi, mes 2 garçons faisaient du karaté. Puis leur cours se donnait, le local du karaté était dans un gym. Fait que j'avais réussi à m'inscrire à des cours de groupe. Fait que moi, je faisais des petits cours de cardio et tout pendant que mes garçons s'entraînaient au karaté. C'était comme ça que j'ai commencé à bouger. Puis j'ai trouvé que bouger, ça me faisait du bien. Et le responsable du gym avait organisé un groupe pour aller faire une Spartan Race à Tremblant. OK. J'ai dit, j'embarque, je veux essayer ça. Mais ça, c'était en 2014 que j'ai fait ma Spartan Race. Mais c'était avec le gym. Mais je ne savais pas à l'époque c'était quoi une Spartan Race. Là. Puis je ne courais pas vraiment dehors non plus. Je marchais beaucoup avec mes enfants et tout. Mais j'ai découvert la Spartan Race sur place. OK. Super. C'était toute une expérience. Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est très bien passé jusqu'à temps que j'arrive au mur de feu. Il fallait sauter par-dessus. J'étais comme, no way, je fais pas ça. Je l'ai réussi au bout de la 3e tentative. OK. Donc, mais c'était génial. Ça, c'est avant que tu fasses ton premier 5 km? Oui, c'était... non, mon 5 km, je l'ai fait avant la Spartan Race. Okay. Lui, c'était avec les Merveilleuses, là. À l'époque, c'était un groupe sur Facebook. Avec Karine Champagne, Karine entre autres. C'est Merveilleuse, oui. Ouais. Mais moi, à cette époque-là, j'étais en
grande dépression. Là. Ça allait vraiment très, très mal dans ma vie. Puis, j'avais gagné un dossard avec le groupe des Karine et les Merveilleuses à la Coupe 10-30, un 5 km. Et j'avais aucune idée de comment c'est une course, quel serait mon temps, c'est quoi courir à 5 km. C'était toute une découverte. Et je vais te faire rire encore plus, je pense, parce que c'est là que j'ai découvert que monsieur, madame, tout le monde pouvait s'inscrire à une course et pouvait aller courir. Oui, bien, chose qui n'était pas commun dans ton pays d'origine, j'imagine. Non, du tout. Ouais. J'ai découvert que je pouvais m'inscrire à des courses. J'étais comme « wow! » C'était tellement beau là, et merveilleux comme découverte, tu ne peux pas l'imaginer. Parce que dans ma tête, à moi, c'est comme réservé juste à des élites ou réservé à des athlètes qui font partie d'un club. Ou, c'est comme, oh my God, OK. Parce qu'en Algérie, là, il y a un volet d'athlétisme. Puis il y avait l'athlétisme féminin aussi, mais c'était juste à la capitale, comme je te dis, là, à la capitale Alger. Tu sors de la capitale, il n'y a rien qui se passe. Puis on avait des grandes coureuses. Il y en avait une là, qui était vraiment très bonne, qui a arrêté de courir, là, mais en tout cas, elle avait parlé d'elle, Hassiba Boumarqa, qu'elle s'appelle, grande athlète. Non, c'était une grande athlète féminine, mais bon, c'était juste à Alger, mais elle a fait des compétitions. Oui. C'est-tu une athlète qui t'a inspiré dans ton parcours un peu? Oui, je la regardais avec admiration. Elle, puis, tu sais, j'avais une passion pour le vélo aussi que je cachais précieusement dans mon cœur. Parce qu'en Algérie, là, on est proche de la France, puis on écoute beaucoup la télé française. Le Tour de France? Oui. Le Tour de France, c'était... je me scotchais, moi, à la télé, puis je regardais ça, là, et je me disais, un jour, moi aussi, je vais faire du vélo. Un jour, moi aussi, je vais faire du vélo. Mais j'ai jamais pu faire du vélo parce qu'en Algérie, surtout ceux de ma génération, de un, c'était pas tout le monde qui avait des vélos, là. Puis de deux, les filles oublient le projet, là. Les filles, ça fait pas du vélo, les filles, là. C'est comme non, c'est vélo et filles, ça marche pas, là. En fait, si je comprends bien, les femmes, c'est plus fait pour s'occuper d'une famille. Oui, une famille. Malheureusement, là. Oui, mais ça change regarde, ces dernières années, là, je dois l'avouer, la femme, elle commence quand même à prendre plus sa place. À prendre plus sa place, mais malheureusement, c'est pas assez. Tu sais, ça commence dans les grandes villes, mais dès que tu sors des grandes villes, là, malheureusement, là, c'est pas le cas pour toutes les femmes. Là. OK. Mais on garde espoir. Oui. Super. Puis comment ça s'est passé ton premier 5 km? C'était génial. C'était une révélation, je crois. Hein? C'était vraiment... Écoute, j'ai fini, je l'avais fait en 33 minutes. Là, puis pour moi, tu sais, à l'époque, là, 33 minutes, pour moi, je ne comprenais pas est-ce que c'était bon, pas bon. Ou, mais quand je partageais mon temps, là, je disais, j'ai fait ça en 33 minutes. Puis quand on me disait, ah, mais c'est bon, là, tu n'as jamais fait ça. Puis, ah, mais c'est génial. Fait que j'avais dit, ah, OK, fait que j'ai dû faire un temps pas si pire. Mais c'était vraiment la révélation pour moi, là. Ce 5 km à Coupe 10-30, là, ça a été quelque chose. Puis après ça, il y avait l'événement avec... Pierre Lavoie? Oui. Le défi Pierre Lavoie qui est arrivé. Le défi Pierre Lavoie de Québec à Montréal. Et c'est là que je me suis découvert vraiment une grande passion pour la course. Puis c'est là aussi que j'ai décidé de faire mon premier marathon. L'idée a semé dans ma tête lors de ce voyage-là. Je m'étais dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Parce que
j'étais trop malade, on va dire. Là. Avec la dépression puis tout ça. Oui, mais puis les problèmes, la séparation. Moi, là, j'ai vécu une séparation très, très houleuse. Ouais. J'ai subi beaucoup de... Je trouve même pas les mots, là, en tout cas. Là. C'était trop pour moi, puis je m'enfonçais. Je m'enfonçais. Et je m'étais dit que je vais faire un marathon. Et j'avais choisi, c'était le 25e anniversaire du Marathon de Montréal. Ouais. J'avais le temps pour moi. Je me suis dit, j'avais comme 6 mois là, pour me préparer. Je me suis dit, je vais être capable. Et je m'étais dit aussi que si je réussis un marathon, je mérite de vivre. C'était vraiment un test ultime pour moi, ce marathon-là. Et mais petite question pour toi, est-ce que tu as couru un demi-marathon avant? Ou tu t'es dit, je me lance dans le marathon, puis ça va être ça? Non, j'avais fait la distance du demi-marathon avant en entraînement, bien sûr. OK. Je m'étais rendue là. Non, parce que j'avais une amie qui m'avait dit à l'époque, Douja, il faut que tu te rendes au moins à 23 km avant ton marathon. C'est un minimum. Ouais. Ah ouais. Okay. Et même idéalement 30, 32. J'avais retenu. Parce que, tu sais, à l'époque, là, j'avais pas suivi de plan, là. J'avais pas de coach. Moi, j'allais au feeling, là, puis c'est tout, là. Mais j'avais retenu qu'il fallait que je cours au moins 23 km avant le marathon. Fait que, ouais, j'avais fait ça, là. Puis comment s'est passée ta préparation? Pour mon marathon? Oui. Ben, comme je t'ai dit, là, c'était vraiment au hasard. Là. Tu sais, je courais là, quand ça me donnait. Une couple de fois par semaine. Puis une couple de fois par semaine, quand j'avais le temps. C'était pas un plan structuré. Non, pas du tout. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fouiné. Tu sais, j'ai été regarder dans des livres, voir des plans d'entraînement. Mais je comprenais rien du tout. Mais quand je dis rien. Puis là, parle-moi de vitesse, de pace, c'était du charabia pour moi. Ouais. Mais, tu sais, je m'étais dit, OK, il faut que je me rende à telle distance. Il y avait mon ami qui m'avait dit, il faut que tu te rendes à 23 km au moins. Après ça, j'avais vu qu'il fallait que je fasse ma dernière longue sortie d'un minimum 30 km. Ouais. Fait que je m'étais dit, OK, il faut que je fasse ça. Là. Puis il fallait faire ça genre 3 semaines avant le marathon. Fait que c'était vraiment mes 2 affaires planifiées. Okay. Sinon, tout le reste de ma préparation, c'était comme, je faisais comme je pouvais, selon le temps que j'avais, l'énergie. Tu sais, il y avait des journées où je n'avais pas d'énergie. Il y avait des journées où ça allait très mal. Mais c'est ça, là, c'est comme, on fait avec. Oui, c'est clair. Donc, comment s'est passé ton premier marathon le jour même? Eh là là, le jour même, j'étais très, très fébrile. Parce que moi, j'avais cette idée dans ma tête que j'avais dit à personne. J'avais cette idée dans ma tête que c'est mon test, ça passe ou ça casse. J'étais partie avec le moton dans le cœur. Je me souviens, j'avais pris l'autobus, le métro pour me rendre. C'était impressionnant de me retrouver sur le pont Jacques-Cartier. Oui. Avec, je voyais tous les coureurs, mais je me sentais dans un autre monde. Là. Pour moi, là, je n'étais pas dans la réalité. J'étais vraiment dans un voyage cette journée-là. Je regardais vraiment beaucoup autour de moi. Je regardais les gens. Pour toi, c'était comme une quête spirituelle un peu. Ah oui. Mon premier marathon, oui, vraiment là. C'était une quête envers moi-même. Je me cherchais. Ouais. C'était vraiment ça, là. Je voulais savoir, elle était où, Douja. C'était vraiment ça. Ouais. Puis je l'ai trouvé.
Oui, fait que ça s'est quand même bien passé. Tu n'as pas eu de crampes. Ça s'est bien passé. Puis, pas de crampes, pas de coup de chaleur, pas de fatigue. Non, les crampes, là. Au 32e kilomètre, je me souviens, on était sur le long boulevard, là, comment que ça s'appelle, qui est plate et long, là, Saint-Joseph, là. C'est-tu la portion qui avait l'aller-retour dans le temps, ça? Oui. Tu vois le monde qui sont rendus au 38 à côté? Là, toi, tu es au 32. Je me souviens très, très bien de cette section-là. Saint-Joseph, là. Je me souviens, j'avais une crampe de fou à l'ischio et j'arrivais pas à avancer. J'arrivais pas à avancer le pas. Je pleurais comme une madeleine. Je me massais, mais je savais pas trop quoi faire. Il y avait des gens qui sont venus me voir. T'es-tu correct? Puis là, je racontais, j'ai eu une crampe, mais je disais, je veux le finir. Écoute, là, j'étais dans tous mes états, puis il n'était pas question que cette crampe m'arrête. Ouais. C'était hors de question. Fait que, tu sais, je me suis massée, puis je marchais des petits pas, je courais quand je pouvais. Après ça, ça revenait. Parce que, tu sais, quand tu pognes une grosse crampe, ça part jamais, là. Ça va et ça vient. Surtout quand, moi, à l'époque, je ne savais pas que je pouvais prendre des électrolytes, les capsules de sel. J'ignorais, moi, toutes ces choses-là, là. Puis, j'ai une bonne amie qui était venue me rejoindre à la fin. Là, il me restait 2 kilomètres. OK. C'était ma collègue de travail. Et quand je l'ai vue et qu'elle m'a dit, Douja, il reste juste 2 kilomètres et tu vas finir. J'étais vraiment en larmes. Puis, on dirait que j'ai oublié ma crampe. Ouais, c'était comme un moment de grâce là, qui est arrivé. Oui, j'avais complètement oublié ma crampe, puis plus j'avançais, et quand j'ai aperçu l'arche de l'arrivée, puis que j'entendais oh mon Dieu, là, moi, ma photo de finish du marathon... Tu es en train de pleurer. Avec la bave qui coule de la bouche du nez, là, t'es comme... Elle était pas trop belle, ma photo de finish. Hey, mais j'ai une anecdote parce que moi aussi, j'ai fait le même marathon en 2015. Je vous raconte ça. C'est trop drôle. Puis je me rappelle, dans le coin du 25e kilomètre, à un moment donné, il y avait une station. Puis là, je ramasse de l'eau. Puis il y avait des jeunes qui donnaient des gels GU. Oui. Dans ce temps-là, GU, c'était le sponsor du marathon de Montréal. Oui. Puis là, moi, je tripais beaucoup sur celle-là à la vanille. Fait que là, il m'en donne un. Je dis, t'en as-tu d'autres? J'en veux plus. Il m'a donné une boîte. Puis là, je suis comme parti avec une boîte de gel. Là, je fais, qu'est-ce que je fais avec une boîte de gel? Fait que là, je défais la boîte, j'en mets dans mon sac. Là, je fais, ça n'a donc bien pas de sens. J'ai fini le marathon avec ma boîte de gel. J'ai fini le marathon, puis il me restait comme 40 gels GU. Oh non! Mais là, j'étais comme pogné avec la boîte. J'étais, je sais pas quoi faire avec, mais tu sais, je veux pas refaire un bout en arrière pour aller y porter. Mais non! Je vais pas l'acheter à terre. Fait que mais non! J'ai mis le carton dans une boîte de poubelle, j'ai mis les gels dans ma veste d'hydratation. mais c'est bien, tu as trouvé une alternative. C'était vraiment drôle. Mais moi aussi, je l'avais trouvé tough. J'avais pogné une bonne crampe au 32 kilos, je pense. OK. 30. Mais j'avais entendu parler du mur, là. Puis quand j'avais pogné ma crampe, justement, je me disais, oh non, c'est pas ça le mur. Oh non, pas le mur. Oh non, pas le mur. Oh, en tout cas, c'était vraiment drôle. Super. Puis, ça t'a donné le goût de refaire d'autres événements après ça? Oui. Ben, je me suis, dès qu'il y avait réouvert les inscriptions pour le marathon suivant, je me suis inscrite. OK. Attends 2 secondes. On peut-tu faire comme juste coupe ce bout-là? Ouais. C'est qui met la musique? Zach? C'est-tu toi qui as la musique? C'est moi. OK. Ouais, excuse. Parce qu'il y avait de la musique, puis ça m'a comme distrait. Excuse-moi.
OK, je vais reprendre. Ouais, en fait, ça t'a donné le goût de refaire d'autres marathons puis de refaire plus oui, de courses. Oui. Puis le marathon de Montréal est devenu vraiment comme un pèlerinage pour moi. Ouais. Je m'inscrivais d'année en année parce qu'il était très significatif pour moi, ce marathon-là. Ce qui venait de changer ta vie, là. Oui, vraiment. Jusqu'à temps qu'il ne se fasse plus. Le dernier marathon de Montréal que j'ai fait, c'était avec un groupe que j'affectionne beaucoup, là, le Cœur et Légende, qui se font appeler les Roses, parce que je faisais du bénévolat avec eux. On fait courir sur une sorte de cartus, là, des enfants malades de Sainte-Justine. OK. Puis on leur fait vivre le marathon. Ah, ouais. J'ai fait une couple d'événements avec eux. Puis c'était ma dernière participation au Marathon de Montréal, quand ils ont d'ailleurs changé le parcours là, pour le nouveau parcours. Ouais. J'étais avec eux, là, c'était tellement beau. Là, OK. Ouais. Super. Puis après ça, bon, en 2018, il y a eu ton premier Ultra Trail, qui était la Chute du Diable. Oui. Pourquoi courir 50 km en sentier? Ah, mon Dieu! Ben, regarde, quand tu aimes quelque chose, OK? Admettons là, que toi, là, tu adores les gâteaux au chocolat. Hein? Puis que tu goûtes, on t'offre un beau gâteau au chocolat, tu goûtes à une pointe et on te dit, ben regarde, tu peux en prendre d'autres. Fait que tu vas vouloir en prendre d'autres. Puis après ça, on te dit, ben là, tu peux te resservir encore. Fait que je me suis resservie. Fait que quand tu goûtes à ce bonheur-là, t'en veux plus. Fait que je vais te dire que c'est peut-être mon côté gourmand de vouloir plus, mais il y a aussi ce côté-là de challenge avec moi-même et de ma quête de Doudja. Parce que à chaque course que je faisais, puis jusqu'à maintenant, je me cherche tout le temps. Et à chaque pas que je réussis à franchir, ben, je gagne d'estime de moi-même, je gagne de la confiance, puis je me dis, OK, je suis capable. Fait que pourquoi un 50 km? Parce que je voulais faire un ultra. Parce que j'étais curieuse. Il y a une quête aussi de voir qu'est-ce qui se passe quand on va plus loin. Oui. En tout cas, personnellement, moi, ça en est une des grandes. Là. Ah oui, tout à fait. Parce que je voulais savoir, OK, après le marathon, il y a quoi? Mm-hmm. Puis j'aurais pu le choisir sur route. Ouais. Mais je l'ai choisi en trail parce que, comme je te l'avais déjà mentionné, moi, depuis que j'étais toute petite, ma jeune enfance, là, j'ai toujours aimé courir en nature. Puis la montagne, moi, j'ai grandi juste à côté de la montagne, puis je courais tout le temps en montagne. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'était comme un endroit dans lequel je me sentais bien. Fait que je me suis dit... Oui, puis je me suis dit que pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà du 42, autant de le faire dans un endroit dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens en sécurité aussi, et dans lequel je peux me sentir dans mon élément. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de faire un ultra en trail, puis plus précisément la Chute du Diable, parce que j'avais fait mon enquête avant de choisir mon ultra où j'allais le faire. Puis j'avais des critères, là. Moi, je voulais un événement sécuritaire, puis je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de ravitaux. Parce que pour moi, le fait, pour dire que c'est sécuritaire dans ma tête à moi, là, c'est que plus les ravitaux sont rapprochés, plus je me sens entourée puis encadrée. Mais je te comprends parce que moi, c'était ça ma crainte au début quand j'ai commencé à faire de la trail. Parce qu'on est habitué sur route, tu as un ravitaillement à chaque 3 km. C'est ça. Maximum 5. Oui, ça veut dire effectivement. 20 minutes, 30 minutes si ça va mal. Là. Effectivement. Tu as un point d'eau qui t'attend. Mais là, en trail, là, tu te mets à calculer ça, tu fais 1 heure et demie. 1 heure et demie entre deux, qu'est-ce que c'est ça?
ça marche pas. Ouais. Puis la chute du diable, c'est l'événement qui répondait à ces critères-là. Et quand j'avais été avant mon 50, j'avais fait le 35 km découverte. Ouais. Et je suis tombée. Super, hein? Oh oui, mon Dieu, là. Je suis tombée littéralement en amour avec non seulement le parcours, avec les organisateurs. Mario et Peggy sont tellement. Peggy. C'est deux amours, hein? Ils sont vraiment incroyables. J'ai rarement vu des personnes comme ces deux-là. Puis l'ambiance, les participants, les coureurs du trail sont différents de la route. Il y a un esprit de communauté, il y a un esprit d'entraide qu'on va retrouver en trail qu'on n'a pas sur route. La route, là, c'est très compétitif. C'est beaucoup plus individualiste, là. Oui, mais trail, non, là. Oui, on est dans la compétition, oui, mais quand même, là. Ben moi, ce que je dis souvent, c'est qu'aussitôt que tu commences ta course, le temps n'existe plus. Oui. Le temps compte pas. Tandis que sur route, tu es tout le temps au maximum de ta limite où tu peux aller. Effectivement. Puis là, bon, tu as trouvé, mettons, ta limite sur un marathon, c'est, je sais pas, 5,42 de pace pour faire 4 heures. Ben là, tu vas essayer de t'accoter là-dessus à 5,40, puis là, tu vas suivre ta montre. Puis, en trail, tu commences, bon, ben dans 1h30, je vais avoir une station. Ça va être ça. C'est ça. Puis, tu sais quoi, là? Moi, j'ai été très tannante, là. Parce que, tu connais la trail, là, puis tu connais tout ce qui est beau et tout, là. Puis quand j'avais l'occasion de courir sur route, surtout sur des demi, je m'arrangeais pour être tannante, là. C'est comme, vous n'allez pas être plate, là, je vais vous montrer. Fait que des fois, là, il m'est arrivé de courir un demi-marathon avec une cloche à bœuf, là. Puis je cognais, moi, là, je faisais sonner ma cloche, là, tout le long, là. Puis je criais, attention, la grosse vache s'en vient, tassez-vous! Il y en avait qui riaient, il y en avait qui me regardaient croche. Mais pour moi, là, ça prenait un petit brin de folie, là, dans les courses, parce que ma dernière que j'avais faite en officiel sur route, c'était aux Érables, le demi-marathon des Érables. Ouais. Et je me souviens, il n'y avait pas de sourire sur les visages. Écoute, ça m'avait attristée. Ouais. Ça m'avait vraiment attristée. Là. Tu croisais des gens, tu essayais d'encourager, hey, let's go. Surtout que sur ce parcours-là, on se croise parce qu'on fait comme un aller-retour. Fait que tu croises les gens. Mais Seigneur, là, tout le monde était comme dans sa bulle, puis pas de sourire, pas de let's go, pas de... Ah, j'avais eu vraiment de la peine. Mm-hmm. Et je m'étais dit, oh, je pense que je vais me tenir... depuis, je te dirais même, je ne me suis plus inscrite vraiment officiellement à des courses. J'ai fait du bénévolat. Avec le cœur et les jambes, là, j'ai souvent fait des événements avec eux. Mais pour m'inscrire comme ça, d'une façon officielle, j'ai eu comme un dégoût, on dirait. Et je me pensais même à un moment donné ne plus courir sur route. Je m'étais dit, je vais rester juste sur le trail, mais je suis d'un signe, mon signe est Gémeaux astrologique, puis on dirait que nous, les Gémeaux, là, on est portés souvent peut-être à changer d'avis ou peut-être à aimer plein d'affaires à la fois. Ben moi, je dis que, que je suis comme... j'aime autant la course sur route que la course en trail. Je les aime les deux, là. Et je pensais jamais faire d'ailleurs des ultras sur route, là. Et cette année, c'est fou le nombre d'ultras sur route que j'ai faites, là. Ouais, ben écoute, on va y arriver bientôt, justement. Ouais. Donc, après ton premier ultra, ça s'est bien passé, le 50 km de la chute du diable? Oh oui. L'expérience était bonne? Le lendemain, j'étais morte. J'avais de la misère à monter puis à descendre les marches. Mais c'était vraiment une très belle expérience. Après ça, après ce demi, excusez, pas demi, mais après ton 50 de la chute du diable, tu as fait un demi-Ironman. Oui. Ça a été un autre moment assez significatif. Oh oui, parce que
Tu sais, j'ai fait mon premier triathlon en 2017. Ouais. C'était c'était un olympique. Écoute, pour une fille qui n'a jamais fait de triathlon, OK? Qui n'a jamais fait de vélo. Moi, j'ai appris à faire le vélo vraiment. J'étais avancée dans l'âge. Tu sais, à 39 ans, là, tu t'achètes ton premier vélo, puis tu te dis, je veux apprendre à faire du vélo, puis l'année suivante, tu te dis, OK, moi, je fais un triathlon. Ça, c'était moi. J'ai fait mon premier triathlon qui est un olympique à Tremblant. OK. Puis, moi, je rêvais de faire un Ironman, un full Ironman. Puis c'est toujours mon rêve d'ailleurs. Mais ce serait celui du Canadaman que je rêve de faire. Oui. Moi aussi, il est sur ma liste. Puis, je me donne 2 ans. OK. Dans 2 ans, là, je vais être là. Je vais m'inscrire, c'est sûr. Parce que je ne suis pas une très bonne cycliste. Fait que je veux travailler vraiment mon vélo. Donc, dans 2 ans. Dans 2 ans, le Canadaman, ça, c'est certain. Puis, c'est mon rêve de faire du triathlon, mon rêve de faire du vélo. Tu sais, le Tour de France, hein, la petite fille qui regardait le Tour de France puis qui rêvait de faire du vélo. D'ailleurs, quand je suis arrivée ici au Québec, puis que je voyais des filles sur le vélo, là, écoute, imagine comment que moi, je réagissais. Aïe, aïe, c'est une fille, fait du vélo! J'étais comme, moi aussi, je veux en faire. Mais à l'époque, je ne pouvais pas. J'avais toujours pas le droit. Fait que c'est vraiment après ma séparation que j'ai décidé. Première chose que j'ai acheté, c'était un vélo. OK. Puis, je me suis dit, je veux faire du vélo. Je veux apprendre à rouler. Fait que, puis l'année suivante, j'ai fait le triathlon. Et le demi-Ironman, ben, c'est quelque chose quand même de prestigieux, surtout à Tremblant. Là. Moi, je tenais absolument à le faire ici au Québec parce qu'il y en a tellement de demi-Ironman partout. Là. Mais au Québec, le Québec, c'est vraiment significatif pour moi parce que c'est la terre qui m'a accueillie. Puis c'est vraiment ici au Québec que ma vie a changé. Puis que je peux dire que c'est vraiment ici que Doudja est en train de se retrouver vraiment, là, puis de se retrouver comme elle est, puis vivre libre. Depuis que j'étais toute petite, moi, je cherchais tout le temps la liberté dans mes mouvements, ne pas me sentir emprisonnée, puis réaliser ça à Tremblant, c'était pour moi grandiose. Mais là, raconte-moi par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une entrevue avant le demi-Ironman. Oui, parce qu'il y avait le journaliste Jean-François Tremblay, je pense qu'il s'appelle, qui avait fait une série d'articles, dans le fond, sur des histoires inspirantes, des histoires d'Ironman inspirantes. Et ils avaient... tu sais, comment ils ont sélectionné, eux, les personnes interviewées, c'était selon le pourquoi on s'est inscrit à un demi-Ironman. Puis à l'époque, mon profil les avait vraiment accrochés parce que je m'étais décrite comme une maman monoparentale, c'est ça que j'avais mentionné, puis que j'avais dit que mon but, c'était de pouvoir inspirer mes enfants, puis aussi inspirer les femmes d'origine maghrébine, parce que à l'époque, j'étais, en tout cas pour ce triathlon-là, le demi-Ironman que j'avais fait en 2019, j'étais la seule femme d'origine maghrébine dans la compétition. Il n'y en avait pas. Là, maintenant, je commence à entendre parler de quelques triathlètes, des femmes d'origine marocaine,
Il y a de plus en plus de femmes d'origine marocaine qui font du triathlon, du sport. Mais si tu fais tes recherches, là, des femmes algériennes, il n'y en a pas beaucoup. Puis dans le triathlon, j'en connais pas. OK. J'aimerais ça savoir s'il y en a une, là. Je serais très heureuse de la connaître, mais je ne pense pas qu'il y en ait, ou qu'elles sont silencieuses peut-être, ou qu'elles ne font pas de compétition. Mais en tout cas, sur ce demi-là, j'étais la seule femme vraiment d'origine maghrébine. Puis ça avait attiré un petit peu l'attention. Puis à tout mon parcours, tu sais, quand tu changes de pays, moi, là, quand j'ai immigré ici, dans ma tête à moi, je venais m'installer dans ma nouvelle tombe. C'était comme ça que je voyais les choses. Je me disais, bon, là, je m'en vais très, très loin de ma famille, très, très loin de mes proches. Je me retrouve à un océan qui me sépare d'eux. Seule, je connais personne, tu sais, seule avec mes enfants, puis ma fille qui me demandait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que malheureusement, quand je l'ai eue, elle a manqué d'oxygène et ça a fait qu'elle grandisse avec un handicap. OK. À l'époque, on m'avait dit, parce que je l'ai eu en Algérie, dans des conditions pas très bonnes, là, je te dirais. Puis, à l'époque, on m'avait juste dit, le pédiatre, il m'avait juste dit, écoute, elle va grandir avec un handicap, mais on ne peut pas le savoir, là, on ne peut pas le définir, c'est quoi le handicap. Puis, avec le temps, on voyait bien qu'il y avait une déficience au niveau intellectuel, mais qui est légère. Okay. Puis en Algérie, il n'y avait rien pour ce genre d'enfants. Il y a beaucoup de soutien pour des enfants avec des gros handicaps, par contre, en Algérie, mais pas pour cette clientèle-là. Quelqu'un qui a une déficience intellectuelle légère, ils ne sont pas équipés pour. Puis, elle avait commencé à faire son primaire là-bas, puis c'était pas beau. Elle se faisait frapper par l'enseignante, on riait d'elle. C'était vraiment pas très beau. Et moi, j'essayais de la soutenir, mais c'est pas évident, hein. C'est, tu sais, autant que mère, là, ça aussi, j'en ai peut-être pas parlé jusqu'à maintenant, mais ça faisait partie des choses qui me tourmentaient beaucoup. Ouais, ouais. Parce que je me disais, c'est moi qui l'ai mise au monde, puis C'est toi qui es je me, responsable d'elle? je me suis... je ne peux pas décrire la lourdeur de ce sentiment-là, mais bref, c'était quelque chose que je portais sur moi. Je me suis dévouée, puis je continue de me dévouer pour mes enfants, pour ma fille. C'est eux ma priorité dans la vie. Puis elle, ce qui m'a encouragée pour venir ici, puis pour me dire, OK, vois le bon, c'était ma fille. Parce que je me disais, en allant au Canada, tu vas avoir du soutien pour ta fille, sa vie va peut-être être prise en charge, puis elle ne sera pas comme un légume là, si elle va rester en Algérie. Puis effectivement, là, ma fille est aujourd'hui une belle jeune fille, elle va avoir 23 ans bientôt. Puis c'est une vraie battante, là. Elle a vraiment beaucoup cheminé. Elle a réussi, elle est restée à l'école jusqu'à 21 ans. Après ça, elle est allée aux adultes. Puis l'année passée, elle a décidé de passer un test d'aptitude générale. Un test qui est accessible à tous ceux qui ont décroché des études puis qui voudraient genre reprendre, qui lui donnerait un niveau de secondaire 3. Mais personne ne croyait qu'elle allait l'avoir. Et elle a vraiment travaillé fort.
moi, j'ai travaillé avec elle son côté mental. Je l'ai vraiment entraînée. J'étais comme un coach. Let's go, t'es capable, on est là, on est là. Puis elle avait une enseignante qui la soutenait, mais la conseillère en orientation, elle a essayé avec la direction, là, ils ont essayé de lui faire changer d'idée, puis ils m'ont même parlé, ils m'ont dit, est-ce que vous vous rendez compte, vous êtes en train de l'envoyer face à un mur, puis elle va vivre un échec. Et j'ai dit, l'échec fait partie de la vie. Moi, c'est ça que des fois, là, j'ai de la misère avec les gens qui pensent que le fait de connaître l'échec, là, ça va te, te bloquer dans la vie. Moi, je ne le vois pas comme ça. L'échec fait partie de la vie. Puis ça l'aide à grandir. Ça l'aide à grandir à chaque fois qu'on se relève. Là. C'est ça. Puis elle a réussi son test, ma fille. Là. C'est comme incroyable. Puis elle va faire un DEP. Là. Personne ne pensait que c'était possible, mais oui, ça a été possible. Elle a cru. Puis c'est quelque chose que j'applique dans ma vie, que mes enfants aussi, j'essaye de leur montrer ça, là, que tu as des rêves, travaille pour, crois en toi, puis tu vas y réussir, tu vas y arriver. De quoi je parlais, là, c'est ça, là, on parlait de ton entrevue avant ton demi-Ironman. C'est ça, j'avais parlé de ça. Fait que imagine, toi, là, tu es toute seule avec tes enfants, avec ta fille qui a besoin de plein d'affaires de soutien, puis que tu dois gérer la dépression, la fatigue, le stress. C'était pas évident, là. C'était vraiment pas évident, mais je continuais quand même de bouger. Je continuais de m'entraîner. Je continuais à essayer de croire à mes rêves, puis de cocher des choses que j'ai mis dans ma liste. Fait que l'époque, le journaliste il m'avait dit qu'il trouvait ça comme inspirant. Fait que moi, je dis comme « Wow, OK, c'est bon. » Puis, des fois, là, tu vas peut-être rire de moi, mais je me dis que dans la vie, je pense qu'on a tous une mission. Et je pense que moi, ma mission, c'est peut-être d'inspirer d'autres personnes. Peut-être ma mission, c'est de montrer aux gens qui pensent que c'est pas possible, que ça peut être possible. Je sais pas, mais je me sens comme dans une mission. Là. C'est fou, là. Puis j'ai ce sentiment-là de plus en plus et plus j'avance dans la vie, plus je me dis, il faut que tu ailles toucher plus de gens. Puis c'est pour ça que le journaliste, je pense, il avait été attiré par mon histoire. Puis, tu sais, j'avais parlé aussi de, tu sais, le triathlon, là, il y a la natation hein, dans le triathlon. Puis, quand j'avais été vraiment dans le trou de la dépression, en 2013. Oui, j'avais pensé, moi, au suicide. Je me suis rendue là aussi. Puis mon plan, c'était la noyade. Fait que imagine quelqu'un qui pense à ça puis qui se lance à faire un triathlon. Let's go, la championne! Mais c'était aussi pour briser cette idée-là aussi que j'avais dans la tête, puis pour m'aider moi aussi à vaincre parce qu'il y a comme une peur qui s'est installée en moi parce que je veux vivre. Fait que je voulais briser ça, puis je voulais faire un triathlon, puis nager dans un lac où est-ce qu'on ne voit pas le fond. Mais c'était un gros défi pour moi. Donc, là, comment que les choses sont passées? Toi, tu as fait ton entrevue. Tu es allé faire ta course après. Puis toi, tu n'avais aucune idée si cet article-là était sorti. Non, pas tout. Écoute, je me souviens quand j'avais terminé l'entrevue avec le journaliste, il était rouge tomate. Ah ouais? Puis je me souviens très bien, il avait bu une gorgée d'eau, puis il m'a dit « Je suis épuisée. »
Et moi j'étais comme, aïe, je suis vraiment désolée. Là. J'ai dit, je sais que je parle trop, là, mais je suis désolée. Puis je me souviens, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je vais écrire quelque chose là qui va faire honneur à la personne que tu es. Mais moi, j'avais comme rien réalisé. J'ai dit, OK, d'accord, mais merci, c'est le fun. J'étais vraiment contente d'avoir. C'était ma première entrevue à vie. Là, c'est comme, wow! Puis le lendemain, j'étais vraiment dans ma bulle parce que c'est un triathlon, c'était mon premier demi-Ironman. Là, pour moi, c'était big, là, c'était énorme. Puis à l'entraînement, là, le vélo, c'est 90 km qu'il fallait faire. Ouais. Le plus long que j'avais roulé, c'était comme un 60. Puis on est à Tremblant, on est dans les côtes. Mais je peux te dire que la fille était inquiète. Puis tu as quand même un demi-marathon à courir après ça, qui est dans les côtes aussi. Oui. Puis moi, là, je l'appelle mon dinosaure. Moi, j'ai un vieux basic, comme vous dites, là, un vieux Trek version 2. Écoute, il y a quelque chose, mais je peux te dire que quand j'ai fait mon demi-Ironman, puis je regardais les grosses machines, puis je voyais que moi, je roulais, j'avais pas de crevaison, ma chaîne n'a jamais débarqué. J'étais bien contente. Fait que, rendu à la portion de la course à pied, tu sais, on a notre nom sur le dossard est écrit. Ouais. Fait que là, je courais, là, puis j'entends des gens, « Oh, let's go, t'es donc ben cool, oh, bravo, on est avec toi! » Je me disais, ils sont vraiment trop gentils, ils m'encouragent à ce point-là. Puis j'étais comme, aïe, aïe! Là, j'arrive, j'ai un accueil chaleureux de mes amis, puis j'ai des câlins, puis on me disait, mais on ne savait pas que tu as vécu tout ça. Puis... Mais moi, là, je me disais, mais de quoi ils parlent? Là, j'avais juste hâte de récupérer mon téléphone pour appeler mes enfants, parce que c'est ça ce que je fais à chaque fois quand je fais quelque chose, une compétition, c'est eux que j'appelle en premier pour les rassurer parce qu'ils sont tout le temps inquiets pour maman. Fait que j'appelle mes enfants, puis là ils m'entendent. Maman, là, en larmes, maman, on a vu l'article, c'est trop émouvant. De quoi vous parlez? Et là, ma fille, elle m'a dit, mais maman, tu fais la une de la presse. Je dis, quoi? OK, d'accord. Fait que, c'est là que j'ai compris le pourquoi que tout le monde m'encourageait à ce point-là. Mais je n'ai pas vu l'article tout de suite. Ça a pris du temps pour que je le lise, là. Ça aussi, j'en ai pas parlé. J'étais rentrée dans un sentiment de peur. OK. J'avais très peur. J'avais reçu plein de messages des personnes qui se sont comme confiées à moi, des personnes qui m'ont remerciée d'avoir comme livré mon histoire. Mais moi, j'avais peur. Je me disais, OK, là, je suis finie. C'est comme pour moi, tout le monde est au courant. Puis mon ex, moi, je le voyais juste lui, là. J'étais encore dans cette peur-là. Là. C'est comme, OK, c'est fini, là, il va vouloir me faire la peau. Mais bon, finalement, là, il n'y a rien eu, là, mais je ne sais pas pourquoi, là, j'ai eu cette peur-là. Fait que je n'avais pas trop partagé mon article. Je pense que je n'ai jamais partagé mon article. C'est mes amis, tu sais, ça s'est partagé de partout. J'avais peur aussi que ma mère le lise parce que ma mère ne connaissait pas mon épisode de dépression ni ma tentative de suicide ni rien. Ma mère a une santé très fragile, puis surtout qu'elle est loin de moi, que je suis sa fille unique. Tu sais, c'est pas évident. Fait que je ne lui dis pas tout. Fait que j'avais peur qu'elle découvre puis qu'elle s'inquiète ou qu'elle... Mais bref, la peur, elle fait partie de nous. Ça m'a pris un petit temps, mais je me suis ressaisie et je me suis dit, regarde le nombre de personnes que ça l'a
inspiré, Douja. Regarde le nombre de personnes qui ont décidé de bouger, qui ont décidé de sortir du placard, qui ont décidé de faire quelque chose pour eux. Fait que je l'ai pris de ce côté-là, puis je me suis dit, dorénavant, là, à chaque fois que tu peux partager ton histoire, à chaque fois que tu peux essayer de montrer aux autres que c'est possible, que tu peux y arriver, que c'est pas vrai que la dépression va te ruiner ta vie, puis elle va te détruire, qu'il y a toujours des moyens, fais-le. Fait que c'est pour ça que j'hésite pas à partager mon histoire, puis j'hésite pas aussi à garder toujours ma page ouverte, toujours mon Messenger ouvert, puis je dis tout le temps à mes amis, peu importe l'heure, peu importe quand, peu importe le temps, écrivez-moi, je suis là. OK. C'est un peu ça, là. Ouais. Super. Pas Puis, évident. tu as fait plusieurs fois le 24 heures de Tremblant aussi? Oui, 5 années de suite, puis cette année, encore, Ah ouais, je l'ai refait. OK. Oui. Dernièrement, là, parce que d'habitude, c'est mon équipe qui est Team Espoir. On allait sur place à Tremblant. Mais l'année dernière, on l'a fait en mode virtuel. On était chez nous. Et cette année, bon, la pandémie, les occupations des membres de l'équipe a fait que l'équipe ne se réinscrive pas. Mais moi, là, j'avais ça comme un deuil sur mon cœur. C'est comme le 24 heures, c'est un événement que j'affectionne beaucoup. Étant maman, étant enseignante au primaire, moi, les enfants, là, sont importants pour moi. Puis, tout ce qui peut les concerner, là, moi, va me concerner. Puis, le peu que je puisse faire, je vais le faire là, pour les enfants. Puis l'événement du 24 heures, là, c'est pas juste la Fondation Charles Bruno, il y a aussi la Fondation Ottawa, la Fondation Tremblant, puis ça aide des enfants ayant un handicap aussi, ça aide des enfants défavorisés. Fait que, tu sais, c'est quand même une très belle cause et une cause qui est très noble. Fait que j'ai réussi à avoir 3 filles qui ont voulu embarquer avec moi. On a monter une équipe en virtuel. On va le faire en virtuel. Fait que moi, je vais courir durant 24 heures le 11 décembre. Je vais commencer à 11 heures le matin et je vais finir dimanche à 11 heures. J'ai fait ça l'année passée chez moi dans mon quartier. Je tournais en rond. J'avais réussi à faire 122 km dans mon 24 heures. Il faut dire que le froid était vraiment bien installé, hein, début décembre. Puis rentrer chez moi pour me ravitailler pendant que mes enfants faisaient dodo, puis qu'il faisait chaud, puis ressortir. Ah, que c'était dur. Là. C'était vraiment trop dur. Mais je vais le refaire cette année parce que j'aime ça, cette torture-là. Je me dis, c'est rien à côté de la souffrance des petits. Hein. Eux autres, c'est pour longtemps. Moi, c'est un 24 heures. Et j'ai réussi, ça fait comme même pas 3 jours, là, j'ai comme un 400 $ en don là, qui est rentré. Là, si c'est pas plus, là, c'est comme, j'arrive même pas à y croire. Là, c'est fou. Fait que je suis contente. Super. Ouais. Puis, bon, qu'est-ce que tu as fait récemment? C'était le tour de l'île de Montréal. Fait oui! on va s'attaquer à ce sujet-là. Puis, on va parler, mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta rencontre avec Anne-Lise, qui a été une rencontre assez marquante dans ta vie. Oh oui, vraiment, là. Anne-Lise, là, c'est un cadeau qui est arrivé dans ma vie. C'est comme le Père Noël qui est venu me livrer un cadeau. Tu sais, là, les enfants qui ne croient pas à l'esprit de Noël, là, quand ils ont l'âge de 10 ans, là, 11 ans, là, parce qu'ils se croient tout savoir, ben moi, là, j'y crois, là. Puis le Père Noël est vraiment venu me livrer ce cadeau. Le Père Noël, c'est Emma. C'est une amie commune qu'on a, Anne-Lise et moi. Emma, elle faisait un ultra. Elle faisait le 100 km en virtuel MRSQ. Et
moi, j'avais écrit à Emma, j'ai dit, regarde, dis-moi qu'est-ce que tu as de besoin, je vais venir te rejoindre vers 4h30 du matin. Parce que de mon expérience, quand tu cours de nuit, le moment le plus difficile, c'est 3h, 4h, 5h du matin. Là. C'est une plage horaire où est-ce que c'est très, très tough. Fait que j'ai dit, dis-moi si tu as besoin des choses. Fait qu'on s'était donné rendez-vous du côté de Pointe-Claire. Elle m'avait dit qu'elle allait être là. Fait que j'étais là au poste. Anne-Lise était venue la rejoindre ici aussi parce qu'Anne-Lise, elle devait faire un 60 km. C'était d'ailleurs son premier 60 km sur route. OK. Et c'est là aussi que Laurent y était. OK. C'est comme ça que j'ai connu Laurent et Anne-Lise. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne sais pas si tu peux me comprendre. Il y a une chimie, il y a comme une aura que l'humain dégage. Il y a comme une énergie. Mm-hmm. Puis Alice et moi, ça a cliqué comme si on se connaissait depuis une éternité. Ouais. Ça a tellement été facile, fluide, puis c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Puis, si on a des auditeurs qui écoutent et qui se demandent c'est qui Anne-Lise Nadeau, vous pouvez aller écouter l'épisode avec le grand écart. Je ne sais pas s'il est sorti ou pas, mais il est à la veille de sortir sinon. Oui, il doit être à la veille de sortir l'épisode dans le grand écart. Anne-Lise, là, il faut aller l'écouter. Anne-Lise, là, c'est une perle. Là. Anne-Lise, là, c'est un grand cœur sur deux petites pattes. Là. c'est fou. Là. Puis comment ça s'était passé, cette course-là? Oh, ça s'est très bien passé. Notre amie Emma, par contre, elle, c'était un petit peu laborieux pour elle. Elle était un petit peu en souffrance. Mais j'ai vu Anne-Lise et Laurent, je les ai vus la soutenir. Puis là, c'était comme un moment d'entraide, un moment de camaraderie, un moment de partage incroyable. Parce qu'on était tous, on s'est comme tous unis pour notre ami. Mm-hmm. Fait que c'était un moment de bel échange. On a parlé de la vie, de tout et de rien, des courses. Puis je me souviens, mon amie Emma qui n'arrêtait pas de dire « Hey, elle, c'est une grande coureuse. Elle, là, elle court, elle court. » Puis moi, j'étais comme « Arrête-moi ça. » J'étais comme trop gênée. C'est vraiment, c'était l'amitié vraiment pure et sincère qui est née ce jour-là. Vraiment. Là, fait que vous avez décidé de faire un projet de course ensemble après ça. Oui, ben dans le fond, on s'était rendu compte qu'on pouvait courir à la même vitesse. Ouais. Et moi, je me préparais pour mon premier 65 km à Arikana. Mm-hmm. Je me cherchais un pacer. Puis, j'avais observé vraiment, là, j'étais très émue par l'esprit d'entraide. Et j'avais demandé à Laurent, j'ai dit, Laurent, est-ce que tu veux être mon pacer? Et Laurent avait accepté. Après ça, il fallait qu'on organise des entraînements et on a invité tout le temps Alice. C'est comme ça qu'on a commencé à courir ensemble, on s'entraînait juste comme ça. Puis là, on parlait de nos projets. Oh, on veut faire ci, on veut faire ça. Puis Alice, elle se laissait influencer. Tu sais, au début, là, elle disait OK, je vais voir. Mais c'était pas très dur de la convaincre, admettons. Là. C'est comme ça, là. Puis on a souvent des idées de fou, là. C'est comme. Vous avez fait aussi le 12 heures de nuit de Patrice Godin? Oui. Alors, ça, c'est un événement auquel je participais, moi, depuis 4 ans. Là. Et comme il était en virtuel à cause de la pandémie, avec mon ancienne équipe, il nous manquait des coureurs et j'ai proposé ça à Anne-Lise et Laurent. Je leur ai dit, est-ce que ça vous tente de connaître l'expérience de courir de nuit? Mm-hmm. Puis ils ont tous dit oui. Puis
c'est comme ça que Annelise a rejoint mon petit groupe. Puis je me souviens, on s'était donné rendez-vous à Sainte-Thérèse, là, dans un stationnement d'Uniprix. Là, Annelise, elle arrive, elle regarde le stationnement, puis elle dit « Quoi, c'est pas ici qu'on court le 12 heures de nuit? » On avait espoir qu'il se fasse au parc des îles de Boucherville jusqu'à la dernière minute. Puis après ça, ils ont dit non, ça ne se fera pas là. Parce qu'au début, ils avaient dit qu'on pouvait le faire au parc des îles de Boucherville, mais ça avait été comme changé dernière minute. Fait que je me souviens très bien, là, Alice, elle regardait le stationnement là, du Uniprix, puis elle disait c'est pas là qu'on va courir le 12 heures. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'on était au bord d'une piste cyclable qui faisait une belle boucle d'un 5 km à travers un beau boisé, puis on passait par un quartier très riche et très luxueux, admettons. Okay. C'était vraiment un beau parcours. Mais on devait quand même faire une petite portion dans le stationnement pour boucler le 5 km. Puis ça, c'était le bout le plus drôle. Mais Annelise, là, c'est vraiment, elle avait un objectif de faire un 80 km. Puis elle a été phénoménale, inspirante comme d'habitude. Il y avait d'autres filles avec nous. Puis Annelise, là, quand tu la côtoies, tu n'as pas le choix que d'être bien puis d'être heureux. Elle dégage de la joie. Oui, une chose que je trouve que vous avez en commun, parce que je vous connais les deux, là, c'est que vous avez vraiment le bonheur facile. Oui, vraiment, là. Puis, elle est une personne simple, elle est aussi une personne humble et avec elle, là, non seulement on ne sent pas le temps passer, mais on a du fun. C'est comme... Quand on finit, là, des fois, on finit là, notre entraînement, on se dit « Mais non, pas déjà! » C'est comme, on en veut toujours plus avec elle. Annelise, là, c'est comme mon gâteau au chocolat, puis que j'en veux et j'en veux et j'en veux. Et de même, Annelise. Ouais. Super. Donc, après votre 12 heures, ça s'est bien passé, le 12 heures? Ah oui, très bien. Là. Ouais. Écoute, on était bien organisés avec notre ravitaillement. Puis l'événement du 12 heures aussi nous avait fait des sacs de bonbons. On avait reçu des jus, des bouillons de poulet. C'était vraiment génial. C'était juste qu'on était... Tu sais, c'est dommage qu'on était... Notre point de repère, c'était le stationnement, là, mais... Ouais. Dans le fond, l'ambiance était géniale. Là. C'était vraiment une belle nuit qu'on avait eue ensemble. Là. Un beau 12 heures de nuit. Puis ensuite de ça, il y a eu votre défi de faire le tour de l'île de Montréal. Oui. Mais qui a dû être écourté un peu à cause du couvre-feu. On se rappelle de l'hiver jusqu'au printemps dernier. Oui, effectivement. On avait espoir que le couvre-feu change, mais malheureusement, ça n'avait pas changé. Ça avait été maintenu jusqu'à 20 heures à Montréal, mais dans les environs, c'était à 21 heures. Mais on s'était dit qu'on allait le faire quand même et on avait juste décidé malheureusement de couper la pointe est pour nous permettre de le faire dans les temps. Ça a été vraiment une belle expérience parce que Annelise, c'était comme une première pour elle de courir au-delà d'un 80 km sur route. Fait qu'elle voulait vraiment savoir qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Puis moi aussi, même si j'avais fait des ultras, mais en 24 heures, mais c'était pas pareil. Fait que moi aussi, je voulais savoir jusqu'où je pouvais me rendre parce que je m'étais rendue à 122 km en 24 heures quand j'avais fait mon 24 heures tremblant. Et quand on a fait le tour de l'île, moi, je le voyais comme différent. Là. Je ne le voyais pas comme un 24 heures.
Puis, est-ce que l'expérience de Mathieu Blanchard vous avait inspiré un peu à faire ce défi-là? Ben oui, dans le fond, là, la semeuse de cette idée de fou, c'est moi dans la gang. Parce que moi, je suis une vraie fan finie de Mathieu Blanchard. Là. Je l'adore. Là. J'ai eu l'honneur et la chance de le côtoyer, de faire des activités avec lui, de lui parler. Il est grand, mais il est humble. Puis, il est d'une sagesse, ce garçon-là, je te jure. Là, c'est comme un vieux sage dans le corps d'un jeune. Là. C'est fou, là. Mm-hmm. Et quand j'ai vu qu'il avait fait le tour de l'île de Montréal, j'ai tout de suite parlé à Laurent de ça. Puis j'ai dit, Laurent, on fait ça. On fait le tour de l'île de Montréal. Là, il n'est pas question qu'on le fasse pas. Là. Après ça, Alice qui me dit, mais là, tu sais, là, j'ai entendu le podcast, puis il dit qu'il n'y a pas aucune fille qui l'a fait. Je dis, aïe, ça serait trop hot! Fait que là, Alice, elle a embarqué tout de suite, puis elle a dit, on serait les 2 premières filles à le faire. J'ai dit, ça serait un beau défi dans notre bucket list, là, tu sais, parce que, tu sais, le défi, dans le fond, c'est pas de courir la distance, parce qu'en s'entend, il y a des ultra marathoniennes, tu sais, juste Stéphanie Simpson, là, pour elle, là, ça doit être un pet, là, de faire ça, là, mais... C'est juste le fait de dire que j'ai fait le tour de l'île de Montréal. Puis que vous êtes les premières femmes au monde à le faire. C'est ça, là, tu sais, genre, c'était comme wow! C'est vraiment une petite folie. Puis Anne-Lise, tu sais, facilement influençable, a tout de suite embarqué. Donc, j'imagine que vous avez parti à 8 heures du matin parce que la plage horaire. Non, c'était 5 heures du matin, je veux dire. Non, ben, on n'a pas pu partir à 5 heures du matin parce qu'Anne-Lise, elle devait venir de chez elle. Le temps de déplacement. Elle reste loin, elle. Ouais. Fait qu'on devait attendre Anne-Lise puis Laurent. Puis si tu te souviens, le couvre-feu était levé à 5 heures le matin. Oui. Donc, le temps de se rendre, puis le temps de revenir après aussi. Oui. Nous, notre départ, on l'a pris, je pense qu'il devait être 7 heures du matin quand on a commencé à courir. OK. Puis on a terminé à 20 heures presque. Là. Moi, à 20h10, j'étais arrivée chez nous. Puis Annelise était dans le trafic pour rentrer chez elle. OK. Ça s'était bien passé? Défi, c'était juste de sortir de l'eau. Oui, ça s'était vraiment très bien passé. On a eu beaucoup de fun. On a eu une petite aventure parce que il y avait la blonde à Laurent qui était venue nous rejoindre dans le bout de la Chine. Et elle avait fait un bout en vélo avec nous. Mais malheureusement, il y a eu un bris avec son vélo rendu du côté de Sainte-Anne-de-Bellevue. On n'était pas loin de là. Et Laurent a dû rester pour l'aider, s'occuper d'elle. Fait qu'on s'est retrouvés juste Annelise et moi. Mais là, on avançait et on se questionnait. On était-tu pour attendre Laurent? On était-tu pour poursuivre? Tu sais, l'écart, il se creusait. On avait faim. Moi, en tout cas, j'avais très faim. Fait que j'ai dit à Annie, je dis, regarde, on va profiter pour relaxer. Fait que j'ai pris le temps de manger, puis on marchait, on courait un peu, on marchait, jusqu'à temps que Laurent nous appelle. Et il a couru en tas, le pauvre, parce qu'on avait creusé un écart quand même de presque 5 kilomètres. Puis il a couru comme un mongol pour nous rattraper. Ah ouais? Puis il avait dit, il n'était pas question que je vous laisse finir ça toute seule. Là. Il était vraiment fin. Parce qu'Annelise aussi a commencé à s'inquiéter, à me dire, OK, on va-tu trouver le chemin? On va-tu savoir? Je dis, mais oui, on est capable. Parce qu'en entraînement, on avait fait une partie de la boucle dans le sens inverse. On était parti du côté ouest. On avait fait un 68 km. On connaissait le bout de l'ouest quand même. Fait que je dis, regarde, on connaît ce bout-là, Annelise. Là, let's go, là, un pas devant l'autre. Mais elle a été inquiète parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait après le 80 km. Je dis, aie confiance en ton corps, là. On va y arriver, là. Mais on a beaucoup ri, là. On a ri, là. Mon Dieu, qu'on a ri, là. C'est fou, là. Oui. Non, il y a eu vraiment... Fait qu'au final, ça s'est bien passé.
Oui, très, très bien passé. Puis, on a fini ça à 105 km. Puis, on était vraiment contents là, de finir ça à 105 km. Là. Donc, puis là, depuis là, cet automne, c'était censé avoir lieu une backyard à Montréal qui a été cancellée. Ouais. Oui, oui, on voulait faire la backyard. Puis, Ouais. en même temps, Anne-Lise, avec le décès de son ami, son ancien professeur de la maladie de la SLA, elle nous avait demandé si ça ne nous dérangeait pas qu'on fasse une collecte de dons pour la recherche. Puis comme moi, je suis depuis 5 ans, là, la plupart des choses que je fais, je les joins à une collecte de dons. Je sollicite beaucoup mon monde, mais mon monde, il me le retourne vraiment beaucoup aussi. J'aime ça, ce sentiment du dépassement, mais qui est associé à une cause. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je me dis que je partage peut-être un petit peu. C'est plus significatif. Oui, c'est significatif aussi. Ouais. Fait que dès qu'Alice, elle nous a dit ça, j'ai dit, ah ouais, let's go, on y va. On amasse des dons, puis on avait parti notre collecte. Mais là, avec l'événement qui s'est retrouvé annulé, mais la collecte qui était déjà de bon train, on s'est dit, OK, il faut qu'on le remplace. Mais nous, le tour de l'île de Montréal, que ce soit Anne-Lise, moi ou Laurent, il est resté sur le cœur. C'est comme, on ne l'a pas fait au complet. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que l'idée est revenue. Puis on s'est dit, OK, c'est le temps. On va le faire. Super. Puis, là, tu me disais que vous aviez pris le départ à 8h15 la veille. Le vendredi soir, c'est-à-dire. Excuse. Le vendredi soir, oui. Pour finir samedi. Pour samedi, oui. Nous, on pensait finir samedi, on pensait finir dans les coups de 12h30, 13h. Mais ça a été plus long qu'on l'avait prévu. Il y a eu des circonstances. Il y a eu Isabelle qui s'était comme blessée malheureusement, mais... Oui, donc vous êtes partis combien de personnes ensemble au juste? Il y a Isabelle qui s'est ajoutée à vous. Isabelle, il y avait Alice, moi, on était 3 femmes et il y avait une 4e femme dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé, qui, elle avait un défi personnel de faire le tour de l'île sur son vélo. C'est Marina, la blonde à Laurent, qui nous a accompagnés aussi. Il y avait Laurent, notre partenaire de course. Et moi, j'avais invité un ami à moi, François, parce qu'il devait faire lui aussi la backyard, mais il s'est retrouvé comme un petit peu déçu. Là. Puis mes amis, Alice, Isabelle, quand je leur ai demandé, je peux-tu l'inviter? Elles ont tout de suite accepté. Et on a eu le journaliste, Louis-Philippe, qui nous a accompagnés. Lui, il a dit, c'est un journaliste tout-terrain du Journal de Montréal. Okay. Et lui, il a décidé de nous suivre pour écrire son article. Il voulait vraiment le vivre de A à Z. C'était son premier ultra à vie. Il vous a suivi à la course à pied? Oui, il a couru ouais? avec. Oui, vraiment. Ah là. ouais, OK. C'est quelqu'un qui court, là. C'est un journaliste déjà qui se déplace à son travail en courant souvent. Il court, il a déjà fait des marathons. C'est un bon coureur, mais pas d'ultra. Son premier ultra a été vraiment avec nous. C'est un ultra? Écoute, c'est quelqu'un qui nous a vraiment cloué le bec, on va le dire, là, parce que on n'était pas sûr qu'il allait nous suivre. Puis on avait fait des jokes avec lui. Hey, il ne faut pas qu'on soit obligé de te réanimer, là. Hein? Tu vas être capable, là, tu vas nous suivre. Mais on s'est retrouvés vraiment à l'encourager. Plus on avançait, plus on le voyait avancer, plus on était comme let's go, let's go, let's go.
sa présence, moi, je te dirais qu'elle a été tellement belle et tellement bonne pour nous tous dans l'équipe parce que il nous a comme motivés à avancer. OK. On le voyait aller, puis en tout cas, moi, personnellement, là, je vais parler pour moi, je le voyais avancer, je le voyais se surpasser, puis je me disais, aïe, aïe, quel bel exemple! Tu n'as pas le droit de flancher, Lydia, là. Tu ne peux pas dire que tu es fatiguée. Regarde, là, c'est son premier ultra, puis il continue, il garde le sourire. Fait que moi, là, il m'a motivée, là, mais pas à peu près. Il a vraiment bien fait ça. Là. C'est juste que vers la fin, ses chevilles le faisaient souffrir un peu, là, mais il a passé ça sous silence. Il a été très humble, vraiment. Super. Puis comment ça Ouais. s'est passé, sinon, pour toute la gang, pour toutes les autres? Ben ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a subi quand même un petit peu le froid de la nuit parce que le corps n'est pas encore habitué au changement de température. Hein. On était au début novembre aussi. Oui. Les nuits commencent à être plus fraîches. Là. Oui, puis l'humidité surtout, il faisait humide, froid. Fait que ça nous avait un petit peu rentré dedans. Sinon, François, il y avait de la bonne musique. Écoute, il nous gardait tout le temps motivés. Les garçons, là, Laurent, François et Louis-Philippe, ont été comme des gardes du corps pour nous, les filles. On s'est vraiment sentis soutenus par les garçons. Ils nous changeaient tout le temps les idées. Il y avait pas... Il y a eu des moments de silence parce que c'est normal sur un ultra, surtout en plein milieu de la nuit, admettons, rendu à 4 heures du matin, 3h30, 4 heures du matin. On rentre dans notre bulle, puis on a chacun notre stratégie pour combattre le sommeil. Hein. Fait que moi, des fois, je peux même somnoler en courant. Là. Laurent, lui, est capable de dormir en courant. Ah ouais? François aussi. Mais c'est toutes des stratégies, des techniques que chacun utilise pour essayer d'avancer Récupérer quand un peu. même. Ouais. Récupérer aussi un peu. Mais dans l'ensemble, tout le monde était là, motivé. On ne se laissait jamais tout seul. Là, mais ça a été un travail d'équipe, ça n'a pas été... un vrai travail d'équipe. Quand on voyait quelqu'un découragé, on l'encourageait. On essayait de se changer les idées les uns aux autres. Quand Isabelle, malheureusement, là, sa cuisse l'a lâché, on était là pour elle. On a essayé de l'encourager, on a essayé de la consoler aussi parce que c'est pas facile. Là. Quand ta tête, elle veut, ton cœur, il veut, ton corps, il veut, mais il y a juste une partie de ton corps là, qui t'a lâché. Là. C'est comme... C'est pas évident à gérer. C'était comme une grosse déception pour elle, mais pour nous aussi. Pour l'équipe, moi, là? Oui, parce que moi, je rêvais de franchir cette ligne imaginaire avec mes 2 amis parce que c'est comme ça que je l'ai bâti dans ma tête depuis le jour qu'on a décidé de le faire, les 3 filles. Fait que dans ma tête, à moi, on est les 3, puis on est 3 et on va être 3 à franchir la ligne d'arrivée. Je dois t'avouer que quand j'ai quitté Isabelle, j'ai vraiment pleuré. Là. J'étais trop triste, j'avais du chagrin. Mais en même temps, je me disais, OK, elle est avec son mari, ça va bien, elle n'est pas comme en danger. Puis j'espérais que sa blessure ne soit pas grave aussi, là, parce que je sais à quel point la course est importante pour elle, comme pour nous tous. Puis une chance, là, c'est pas si pire. Là, elle se remet tranquillement, là, mais c'est pas évident. Mais j'étais triste de la perdre. Sérieux, j'étais vraiment triste de la perdre. Puis il y avait Marina. Marina, la blonde à Laurent, là, elle a été phénoménale. On n'a pas beaucoup parlé d'elle, là, mais je veux vraiment souligner son exploit. Imagine, là, tu es sur ton vélo. Il fait plus froid quand on est sur le vélo. Puis qu'elle devait rouler, s'arrêter, nous attendre
Ouais. Des fois, elle faisait comme des allers-retours. Elle n'a jamais chialé. On lui disait tout le temps, Marina, ça va? Oui. Vers la fin, tout ce qu'elle voulait, par contre, elle avait hâte que ça finisse. Ouais. Elle avait hâte d'arriver chez elle, mais tout le temps souriante, tout le temps motivée. Elle s'était donné ce défi-là de faire la boucle en vélo parce que sa plus longue distance sur un vélo, c'était 60 km qu'elle avait faite avec Laurent, son amoureux. Mais elle voulait vraiment, elle aussi, se surpasser. Puis elle a fait ça avec brio parce que si elle ne nous aurait pas attendu, là, elle aurait fini beaucoup, beaucoup plus tôt. Puis ça aurait été même, je pense que ça aurait été même plus facile pour elle parce que des stop and go en vélo, là, ça ne doit pas être évident. Oui, puis par expérience, après plus que 4, 5, 6 heures sur une selle de vélo, c'est quand même dur aussi sur le fessier. Oh oui, oui. Oh oui, 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 ça fait mal. On se découvre des muscles et des os qu'on ne pensait pas qu'ils existaient vraiment, là, mais ils sortent, là. Oui, ils sortent et tu fasses coucou, on est là. Puis, après la rupture avec Isabelle, est-ce que vous avez été capable de resserrer votre travail d'équipe et de repartir en force ensemble? Oui, et je me souviens, François, notre ami, il a dit « On va finir pour Isabelle. On va courir tous pour Isabelle. » Puis, elle a été comme notre motivation pour poursuivre. Puis, elle n'a pas arrêté de nous texter. Elle n'a pas arrêté de nous écrire. Vous êtes rendus à tel kilomètre. Il ne vous reste pas beaucoup. Tu sais, à nous encourager. Même si elle avait mal, même si, tu sais, la douleur n'était pas juste physique, là, ça fait mal quand même, là. Mais elle ne nous a pas lâchés. Elle est restée avec nous à nous écrire jusqu'à la fin. Fait que on a fini ça pour elle. On s'est dit, puis moi, là, combien de fois vers la fin, là, on se disait, hey, on est bonne, hein? On est capable. Oh oui, 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 on est bonne, on est capable. C'est dur, là. On était vraiment allés chercher au plus fond de nous-mêmes. Puis on se disait, OK, on le fait pour Isa. Oui, on le fait pour Isa. Let's go, pour Isa, pour Isa. On va pas la décevoir, là. Non, 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 elle compte sur nous. Puis, tu sais, ou on courait, on marchait après ça. Annise, elle me regardait. On est bonne, hein? Oh oui, on est bonne, on est bonne. on n'arrêtait pas de se parler. Puis, est-ce qu'il y a un moment que vous avez frappé un mur de fatigue? Ben, on a tous connu notre période de down. Puis je te dirais, chacun l'a vécu à un moment donné. Alice, ça a été plus vers la fin, si je ne me trompe pas. Moi, mon down a été plus le matin. Il devait être 8 heures le matin. Après la nuit blanche? Après la nuit blanche, oui. J'étais fatiguée, puis j'avais le goût de manger mon bouillon de poulet, mais le ravito était loin encore. Puis je rêvais à mon bouillon de poulet. J'étais comme mon bouillon. Et il n'y avait aucun endroit d'ouvert où est-ce que je pouvais m'acheter quelque chose de chaud. J'avais vraiment pogné mon down. Et là, je reçois un texto de mon fils, mon grand, tu sais, un grand de 17 ans là, qui écrit à sa maman « Let's go, maman, je crois en toi, tu es capable. » là. C'est comme... Là, je me suis mise à pleurer. Là, mon autre qui texte, ma fille qui texte, comme... Écoute, j'ai braillé un petit peu comme une madeleine, mais après ça, ça m'a comme donné un petit boost. J'ai eu des amis qui sont venus me rejoindre, des très bons amis à moi que je côtoie, qui sont venus me faire la surprise aussi. Ça m'a comme donné un boost. Oh yeah, mes amis, c'est Daniel et son fils Samuel. Puis la beauté là, qui m'a comme donné mon high, Stéphanie Simpson avec Maxime qui arrive avec des burgers. Ah ouais! Je peux te dire que j'étais comme wow! Fait que mon bouillon de poulet a été remplacé par un bon burger, mais ah ouais, OK, je savais même le pas burger, ça.
cornichons, mayo, moutarde. Ah, que c'était bon! Oui, ils nous ont fait vraiment une belle surprise. Ah, c'est cool, ça. Et Maxime. Vraiment, là. Super. Ouais, Puis, vraiment. Fait que c'était ça le moment du down. Puis vers la fin, la fin était difficile aussi. On était fatigués. Là. ben là, ça vous a pris autour de 21 heures? Oui, environ, oui. Oui. C'est quand même une longue période, là. Oui. Ben, félicitations, c'est vraiment tout un accomplissement. Merci, mais c'est toute une fierté. Mais tu sais, comme j'ai dit, moi, aux journalistes, là, je dis, tu sais, là, je dis oui, je suis contente. On est les premières filles à faire ce parcours et tout. J'ai dit, mais j'espère qu'on ne sera pas les dernières. Là. Je dis, ça, c'est mon souhait. Là. C'est d'entendre parler que, hey, il y a une autre qui l'a fait. Ah, une autre, elle l'a fait. Oh, ça, là, ça serait tellement beau. Puis, là, beau cadeau, là, c'est que j'entends qu'il y a d'autres filles qui l'ont fait. Là. Ça serait cool aussi que ça se rende jusque dans ton pays d'origine pour inspirer des femmes à le faire. Ah oui, tellement, là. Tellement, tellement. Je rêve de ce jour-là que les filles commencent à bouger. Même ici au Québec, j'aimerais tellement ça, là, que les femmes algériennes sortent un petit peu de leur cuisine puis pensent à elles un peu. Mais bon. Puis, moi, j'ai lu que vous avez ramassé 4100 $ pour... Ben, on s'est rendu à 5000! Ah ouais? OK, oui. super. Super, oui. J'avais contribué un peu. Ah ouais? Le dernier jour de la collecte, il y a eu un ami en Lise qui a comme complété pour environ 200 $ qui nous manquaient. Là. Fait qu'on a bouclé le 5000. C'était wow. incroyable. Wow, super. Ouais. Félicitations. Oui, vraiment, là. Puis, on approche la fin de l'entrevue. Oui. J'ai ma super question mystère que tout le monde a droit. Donc, il faut que tu trouves de qui provient la question et tu réponds à la question aussi. OK. OK, t'es prête? OK. Donc, la question, c'est qui fut ton coureur préféré à la Devil's Backyard Ultra cette année? Mon coureur préféré, c'est Jean. Ouais. Puis, de qui provient la question? De Mario? Ça provient de moi, c'était un piège. De toi? Non, mais honnêtement, là, Jean, mon coureur préféré, mais j'étais en grande admiration pour le jeune qui l'accompagnait. Hein? Antoine, là, Antoine, il a tout fait pour permettre à Jean de battre son record. Ouais. Et ça, grandiose. C'est comme, c'est Antoine qui garde, là. Mais j'enlève pas à Jean, là, que oui, c'est lui là, qui l'a remporté. Et Antoine a démontré là, une grande sagesse, là, incroyable. Puis il a démontré sans lui, il n'aurait pas pu se rendre là, Jean. C'est ça. Mais il a aussi démontré cet esprit-là qu'ont les personnes qui font de l'endurance, de l'ultra. Quand tu rentres dans ce monde-là, quand tu commences à rentrer vraiment, c'est un monde merveilleux, mon ami. Là. Je te dis, il y en a qui vont comprendre de quoi je parle, mais c'est un monde, là, pour moi, c'est comme, je le vois comme Disney. Là. C'est un monde magique. C'est comme quand tu rentres dans l'ultra-endurance, tu es comme dans un royaume. Un royaume où est-ce que l'entraide est là, le dépassement de soi est là. La grandeur des âmes, la grandeur des esprits est là aussi. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Là. Je pense que ça paraît que j'adore ça. Mais bref, Super. Puis, mais tu vas bien avec ta
Super. Puis en terminant, c'est quoi tes projets futurs? Tu as Tremblant qui s'en vient, 24 heures de Tremblant. 24 heures de Tremblant virtuel, fait que je vais courir pendant 24 heures chez moi, de 11 heures le matin, midi jusqu'au dimanche. Sinon, j'ai été pigée pour la backyard à Big Wolf en juillet. Juillet prochain. Je compte tout donner, je te le dis, là. Il va y avoir... écoute, j'ai tellement d'amis qui vont être là. C'est là le méga méchant party de l'année, cet événement-là. Sérieux, là, c'est fou, là. Puis, j'ai pesé sur le piton pour le 125 Arikana. Mais je sais que je vais y arriver. J'ai décidé de faire ça. Je fais encore du bénévolat cette année au Québec Méga Trail. Je vais fermer le parcours du 50. OK. Comme je l'ai fait l'année passée. Je vais faire du bénévolat à la Chute du Diable, c'est sûr. Je vais faire du bénévolat un peu partout. J'espère vraiment que mes amis de Legendre reprennent du service parce que c'est sûr, je vais faire du bénévolat avec eux. Mais mes plus grands événements, on va dire, parce que Doudja, elle s'en invente tout le temps des événements, c'est mon 24 heures Tremblant, la Big Wolf Backyard et le 125 Ariana. Puis j'aimerais vraiment ça aussi, refaire le tour de l'île de Montréal, mais dans l'autre sens des horloges. Ah ouais? Oui, je veux vraiment le refaire dans l'autre sens pour voir si ça se fait comment. Puis je pense que ma team va embarquer avec moi Annelise et Isabelle. Parce que Isabelle, elle a une revanche aussi à faire. Fait que on va sûrement le refaire. OK, c'est sûr. Super. Super, ben écoute, on va rester à l'affût puis on va vous suivre puis vous supporter là-dedans. Oui. Super. Hey, merci vraiment beaucoup. Hein? Ben, merci beaucoup à toi. Wow, merci. Merci à vous tous qui écoutez. Ben, s'il reste à écouter, hein? Ben écoute, on a battu un record du plus long épisode. T'es-tu sérieux? Ouais. Bon, ben super. Donc, bonne préparation dans tes futurs défis. Merci. Puis merci beaucoup à toi. Merci, bonne soirée. Merci à tous.